Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'essoufflement des solidarités. Droit aux crises de la science solidaire. Par Catherine Puigelier, professeure à l'Université Paris-Lumière, Paris 8, membre du laboratoire de droit social de l'Université Panthéon-Assas, Paris 2, Force du droit, CERS-ACNRS, Charte. S'interroger sur le point de savoir si l'on assiste à un droit ou à une crise de la science solidaire nécessite une définition préalable de celle-ci. La science solidaire est ici entendue comme une activité de l'esprit, susceptible d'apporter aux connaissances humaines. Elle est qualifiée de solidaire si elle s'exerce seule ou à plusieurs au sein d'une collectivité. La science solidaire répond au principe selon lequel le savoir est un bien commun de l'humanité. Or il va être constaté que la relative simplicité de cette définition peut être l'objet de complications ou de controverses, voire de vives oppositions. La science, par essence solidaire, est à la marge de la liberté et de la contrainte, de l'envol et de l'enfermement. La solidarité peut être une cause d'ouverture ou de fermeture vers les beautés du monde. Elle est nécessairement une cause de conflit tirée des jeux de l'individualité, au sein d'une collectivité. Pour approfondir ce qui précède, il importe de s'intéresser d'une part au droit de la science solidaire s'il en existe un, et d'autre part à la crise de la science solidaire s'il en existe une, deux. Un droit de la science solidaire. Le droit de la science solidaire se développe au travers de la liberté de la recherche individuelle, ainsi qu'au travers de la liberté de la recherche collective. La liberté de la recherche individuelle. La liberté de la recherche individuelle est susceptible de s'épanouir dans l'université, ou hors de celle-ci. 1. Dans l'UNIVERSITE. François Terré, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas, Paris 2, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, rappelle dans la préface d'un livre sur le doctorat que l'accès à la connaissance constitue un droit fondamental que les textes français, européens ou internationaux ont toujours rappelé. C'est ainsi que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 consacre la liberté d'expression, ou que l'article L. 952A2 du Code de l'éducation affirme que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent Code, les principes de tolérance et d'objectivité. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont quant à eux régulièrement posé le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur. Catherine Blaiseau-Hazard, maître de conférences des universités, chargée de mission auprès de l'Institut de France, note à cet égard dans son ouvrage sur le droit de la recherche scientifique que « toute l'histoire de l'humanité pourrait être lue à la lumière du désir de savoir », et l'accomplissement d'un tel désir est certainement l'une des libertés les plus fondamentales de l'être humain. C'est également ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales décide dans son article 9 que toute personne a le droit à la liberté de penser, et qu'elle pose dans son article 10 que toute personne a le droit à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme estime d'ailleurs qu'il existe une liberté d'expression scientifique. C'est encore ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, PIDESC, ou que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, souligne l'importance pour chacun de bénéficier du droit de savoir. 2. Hors de l'UNIVERSITE. Il est hors de l'université possible de parler de science solidaire et ou de savoir solidaire. La science solidaire. Les mots « sciences solidaires » sont notamment utilisés pour définir des voyages d'ordre pédagogique ou d'ordre culturel. L'association à but non lucratif Objectif Sciences Internationales organise des expéditions scientifiques accessibles à toutes les phases de la vie et à tous les niveaux. Il est notamment question d'expéditions dans le Québec sauvage, pour y rencontrer des castors, des ours noirs ou des loups de l'Est, ou de missions en Asie centrale pour y approcher des grands fauves. Ces expéditions ou ces missions, en faveur, on l'a compris,
d'un développement durable, sont encadrés par des équipes de chercheurs, de techniciens et d'éducateurs scientifiques. La science solidaire a trait à l'océanologie, la météorologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la biologie, la zoologie et à bien d'autres disciplines. Cette association n'est toutefois pas la seule à œuvrer de cette façon. Il en existe d'autres comme l'association CAP. Terre, Comité aquitain de la planète Terre. En quoi la science est-elle alors solidaire ? Elle est solidaire parce qu'elle s'ouvre à toutes les disciplines et à tous les espaces. Elle est solidaire parce qu'elle vulgarise à juste titre la science et qu'elle permet de la connaître et d'y collaborer. La science solidaire signifie également la possibilité de revêtir le manteau du scientifique, ou de celui de l'écrivain si l'on s'intéresse notamment aux sciences sociales, quand on le désire sans nécessairement bénéficier des diplômes correspondants ou équivalents. La science solidaire individuelle est par la force des choses devenue collective. Le passage de l'individuel au collectif est-il cependant souhaitable ? Il est très certainement souhaitable pour mieux connaître ou pour mieux apprendre, mais il l'est un peu moins lorsqu'il est encadré d'une façon trop stricte ou d'une façon trop excessive. Deuxième partie. Le savoir solidaire. Il existe également un ou le savoir solidaire, qui est un portail web gratuit et de libre accès. Savoir solidaire a été mis en place par l'association à but non lucratif Bibliothèques sans frontières, BSF. On peut lire sur le site de l'Université Paris-Sorbonne que Bibliothèques sans frontières, BSF, a vocation à créer ou soutenir des projets ou des créations de bibliothèques dans des pays où les besoins s'en font sentir, comme par exemple, dans des pays d'Afrique ou dans des pays du Pacifique. Bibliothèques sans frontières est à l'origine de la mise en place de près de 200 bibliothèques. Elle concerne une vingtaine de pays. À l'instar de la science solidaire, il existe d'autres structures consacrées au savoir solidaire. Tel est par exemple le cas de l'organisation non gouvernementale, ONG, sans but lucratif, Éducation sans frontières. B. La liberté de la recherche collective. La liberté de la recherche collective est également susceptible de s'épanouir dans l'université, ou hors de celle-ci. 1. Dans l'UNIVERSITE. L'université a toujours connu une forme de recherche collective. Il est à peine besoin de rappeler l'existence de grands laboratoires de sciences dites dures, comme des laboratoires de médecine, de biologie ou de physique, dans lesquels travaillaient et travaillent toujours de nombreux chercheurs. La massification de l'université et les différentes réformes qui l'ont touchée ont cependant considérablement renforcé la recherche collective et par suite redessiné la liberté qui l'accompagne. C'est ainsi que l'école doctorale, ou les écoles doctorales, furent mises en place par un arrêté du 30 mars 1992, voire également arrêté du 25 avril 2002 et arrêté du 7 août 2006. Comme le souligne Jean-Claude Domas, professeur d'histoire économique à l'Université de Franche-Comté, membre de l'Institut universitaire de France, l'école doctorale doit, selon les textes, offrir aux doctorants un encadrement scientifique assuré par une ou des équipes de recherche. Elle doit également s'atteler à la distribution des allocations de recherche doctorale. L'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat a en ce qui le concerne renforcé les missions de l'école doctorale, et plus exactement il a renforcé le caractère collectif de la recherche en instituant, notamment, un comité de suivi individuel du doctorant, article 13. 2. Hors l'UNIVERSITE. La différence est, hors de l'université, ténue entre la science solidaire et le savoir solidaire individuel ou collectif. Il est possible de rencontrer seul des castors, des ours noirs ou des loups de l'Est du Québec sauvage ou d'approcher seul des grands fauves de l'Asie centrale. Mais il est également dangereux de le faire sans une préparation avec d'autres acteurs, ou plus simplement sans une équipe de recherche. La liberté de la recherche scientifique consiste, semble-t-il, aussi à protéger l'intégrité physique d'un sujet, afin qu'il puisse partager avec d'autres acteurs, pendant l'événement ou après celui-ci, des moments exceptionnels ou inoubliables. Il est encore possible d'accéder seul à un portail web gratuit et de libre accès comme Bibliothèques sans frontières. Mais il est également impossible d'avoir accès à une telle mine d'informations, ou à une telle mine de documentation,
sans une structure technique ayant justifié et justifiant les collaborations de nombreux acteurs comme des bibliothécaires, des informaticiens, des éditeurs. La liberté de la recherche collective est en pareille hypothèse consubstantielle, ou indissociable, d'une solidarité et plus exactement d'une multiplicité. La différence est en revanche, hors de l'université, nettement plus marquée entre la science solidaire et le savoir solidaire individuel et collectif, si l'on examine celle-ci sous le prisme des structures privées comme des associations ou des fondations. La liberté de la recherche collective est nécessairement modifiée dès qu'il s'agit de s'inscrire dans des structures normées, que celles-ci soient d'ailleurs de l'ordre du privé ou de l'ordre du public. Une association ou une fondation bénéficie de la personnalité juridique. Il existe de nombreuses associations et de nombreuses fondations dans le domaine de la recherche scientifique ou dans celui du savoir. Le Collège de France a ainsi mis en place une fondation. Parmi les fondations vouées à la recherche scientifique les plus célèbres, il est possible de citer la Fondation Jean Dosset, Centre d'études du polymorphisme humain CEPH, l'Institut Pasteur, la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation Cognition, l'Institut Curie. Conclusion de la première partie, c'est à l'aide de la sémiotique ou de la théorie du langage qu'il est possible de conclure cette première partie relative à la possibilité d'un droit de la science solidaire. Alrirdas Julien Grémas, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Joseph Courtet, professeur de sciences de langage à l'Université Toulouse-Le Mirail, écrivent dans leur dictionnaire de sémiotique ou dictionnaire raisonné de la théorie du langage en ce qui concerne le mot savoir que la communication peut être considérée d'un certain point de vue comme la transmission du savoir d'une instance de l'énonciation à l'autre. Le savoir ainsi transféré se présente d'abord comme une structure transitive. Il résulte clairement de cette définition que le savoir ne présente un intérêt que s'il est mis en circulation. Il est de ce fait possible d'affirmer que la science est nécessairement solidaire, ou tout au moins nécessairement comprise dans un mouvement limitant la liberté de la recherche scientifique. 2. Une crise de la science solidaire ? Une crise de la science solidaire est susceptible de se manifester au travers d'une liberté malmenée de la recherche scientifique, ainsi que d'une liberté abandonnée de celle-ci. À une liberté malmenée ? La question posée est ici la suivante. La liberté de la recherche scientifique, qu'elle soit individuelle ou collective, est-elle susceptible d'être malmenée tant dans l'université qu'en dehors de celle-ci ? 1. Dans l'UNIVERSITE. Olivier Beau, professeur à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2, directeur de l'Institut Michel Villet, estime, à l'instar d'autres universitaires, que des réformes successives de l'université ont profondément bouleversé la liberté académique. Il souligne que ces recherches lui ont permis de comprendre à quel point la liberté académique était ignorée en France, y compris par les universitaires eux-mêmes, et à quel point le droit qui garantit cette liberté était maltraité, ou à quel point ces libertés universitaires étaient maltraitées par les pouvoirs publics ainsi que par les tribunaux. Il rappelle pourtant la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 ayant posé le principe d'indépendance des professeurs en principe à valeur constitutionnelle, ainsi que les textes applicables dans ce domaine dont le contenu de l'article L. 952-A2 du Code de l'éducation. C'est, poursuit-il, l'impressionnant tissu réglementaire qui encadre la vie quotidienne de l'universitaire qui explique cette maltraitance. La liberté de ce dernier est aujourd'hui réduite à une peau de chagrin. Il ne peut être nié que dans les pays qui ont de véritables universités, la liberté académique est perçue comme une arme de défense contre des interventions de puissances extérieures pouvant remettre en cause la nécessaire liberté dont doit jouir l'universitaire pour exercer correctement son métier. C'est dans le même esprit que Jean-Marie Pontier, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, envisage la dualité des libertés entre la liberté des enseignants et la liberté des établissements d'enseignement supérieur. Il rappelle que les atteintes aux libertés universitaires furent dans le passé celles qui provenaient dans un premier temps des pouvoirs religieux puis dans un second temps celles qui provenaient des pouvoirs politiques.
La situation est de nos jours différente dans la mesure où les atteintes susceptibles d'être portées aux libertés universitaires sont d'ordre économique. Il existe des tableaux de bord des universités, des classements internationaux de celles-ci. Jean-Marie Pontier affirme d'une façon amère que pour être véritablement indépendant, il faut ne rien attendre de l'université, ni espérer obtenir quoi que ce soit, ni moyen ni récompense. L'indépendance a, dit-il, un prix et elle est soumise à des sacrifices. 2. Dans et hors de l'UNIVERSITE. Autour des écoles doctorales et des laboratoires. Jean-Claude Domas relève à propos des écoles doctorales que celles-ci ne pouvaient manquer à la longue de faire évoluer l'encadrement des thèses en leur conférant une dimension plus collective. C'est également, poursuit-il, au nom de cette conception nouvelle que l'école doctorale s'est préoccupée, alors même que le ministère de la Recherche n'avait encore aucune exigence dans ce domaine, de fixer un quota de thèses par directeur de recherche. C'est ainsi que le travail doctoral a cessé d'être l'affaire exclusive du directeur de recherche pressenti. Plusieurs acteurs sont, on l'a compris, concernés par la mission de l'école doctorale de sorte que des rapports de force se sont inévitablement installés entre eux. Olivier Beau présente à cet égard le cas d'une collègue historienne, professeure, dont la spécialité ne correspondait pas à la spécialité du laboratoire de son université d'affectation. Elle fut contrainte de rejoindre son laboratoire d'origine au sein d'une autre université, mais elle fut également confrontée à bien des difficultés comme le fait de se voir refuser l'inscription de tout nouveau doctorant, ou de tout nouveau candidat à une habilitation à diriger des recherches, HDR, dans son université d'affectation. Pour tenter de sortir de cette situation, poursuit l'auteur, une convention fut négociée entre son université d'affectation et le laboratoire de rattachement, mais sa ratification fut bloquée par le conseil scientifique de son université d'affectation au nom d'une nécessaire spécialisation disciplinaire. Dans le cadre de la loi LRU qui encourage les universités à afficher des pôles ou instituts très spécialisés et qui renforce le pouvoir des présidents des universités sur le déroulement des carrières, les difficultés se sont encore aggravées. Astreinte à choisir son affectation entre les nouvelles structures issues de l'éclatement de l'UFR, l'universitaire en question, se trouvant marginalisée de fait par sa propre discipline, s'est rapprochée des sciences sociales avec lesquelles elle a toujours travaillé et a demandé à rejoindre le centre de recherche de sociologie de son université. Elle a le sentiment d'avoir été contrainte à abandonner sa discipline. Olivier Beau considère très justement qu'il existe une manifeste contradiction entre la liberté de rattachement à un laboratoire et la réalité administrative. Autour de la mondialisation du droit. 2 questions doivent être posées. 1 degré La mondialisation du droit correspond-elle à une science ou un savoir solidaire ? 2 degré La mondialisation du droit donne-t-elle lieu à une liberté malmenée, et donc à une crise de la science solidaire ? 1 Première question. La mondialisation du droit peut être également nommée la transnationalisation ou la globalisation du droit. L'idée est toujours la même. Il existe ou il existerait un droit mondial, un droit global ou un droit transnational dans lesquels se développent ou se développeraient les mêmes processus de droit ou les mêmes règles de droit. La science solidaire trouve alors matière à penser et plus simplement un accueil dans ce qui s'emmaillote par la force des choses ou dans ce qui se complète, sans d'ailleurs que l'on s'en rende toujours compte. Il y a plus précisément ce qui a été voulu par les États, et il y a ce qui n'a pas été voulu par ceux-ci, mais qui s'impose toujours à l'esprit juridique. La solidarité est ici, on l'a compris, artificielle ou naturelle. Elle correspond dans tous les cas à un phénomène de mondialisation. Or la mondialisation du droit emporte nécessairement une dénationalisation de l'enseignement du droit. Les ouvrages de droit, dont celui des professeurs Pascal Ancel, professeur de droit civil à l'Université du Luxembourg, et Luc Oechling, professeur de droit constitutionnel à l'Université du Luxembourg, s'attellent opportunément à démontrer une dénationalisation ou une transnationalisation de l'enseignement du droit et par suite une solidarisation de celui-ci. Deuxième question. Jean M. Smits, professeur de droit privé européen à l'Université de Maastricht, relève cependant que les mêmes modèles d'enseignement du droit ne conviennent pas, pour l'instant, à tout le monde.
Il est, dit-il, compliqué de trouver un compromis entre les demandes de la pratique juridique et les demandes de l'université. Combiner les deux dans un même programme semble difficile. La transnationalisation de l'enseignement du droit se heurte, écrit également Matthias Lehmann, professeur de droit privé et économique allemand, européen et international à l'université de Bonn, à une porte plutôt fermée, ou plus simplement se heurte à une crise des structures d'enseignement et de recherche. L'auteur regrette toutefois un tel constat. Il estime que différentes possibilités permettraient d'échapper à ces difficultés. B. Une liberté abandonnée. À ce point donné de l'étude, il est possible de se demander si le problème ne s'est pas déplacé ou plus simplement si l'on parle toujours de la même liberté, ou s'il existe désormais une autre liberté, que celle-ci soit de nature universitaire ou de nature purement scientifique. 1. Une autre liberté TIRE de la science ou du savoir solidaire? Première partie. La masse d'informations, vers un savoir semi-individuel. Daniel Renoux, doyen honoraire de l'Inspection générale des bibliothèques, rappelle dans un colloque sur la mondialisation de la recherche en 2010 du Collège de France les bouleversements des bibliothèques dus, notamment à la numérisation du monde. Il fait état des permanences et des métamorphoses des bibliothèques de recherche. Il constate 3 points importants à savoir. L'hyperspécialisation de la recherche et de la pensée scientifique. La croissance permanente du volume d'informations, avec notamment la numérisation toujours croissante des informations scientifiques. La mondialisation de l'industrie de l'information, avec une très forte concentration de cette industrie entre les mains de quelques groupes. Or il s'agit, selon nous, d'un exemple intéressant d'un passage d'un savoir individuel à un savoir collectif qui, pour des raisons financières, redevient non pas individuel mais semi-individuel en ce sens qu'il est concentré entre les mains de quelques-uns. La liberté du chercheur scientifique s'en trouve par conséquent nécessairement affectée. Les volontés de quelques-uns, vers un savoir semi-individuel. Jacques Mérès, directeur d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, président du comité scientifique de l'Observatoire des sciences et techniques, souligne dans le même colloque sur la mondialisation de la recherche en 2010 du Collège de France, les évolutions de la productivité scientifique à partir des bases de données. Il s'agit là de l'économie de la science. Il relève que 10% des savants physiciens publient 50% des papiers scientifiques. Ce sont, dit-il, toujours les mêmes scientifiques qui publient le plus. Il est d'ailleurs possible de constater une persistance ou une accélération des performances des savants au cours de leur carrière. Il existe en toute hypothèse des incitations de plus en plus fortes à publier avec des indicateurs bibliométriques, ou des évaluations bibliométriques, notamment pour obtenir des fonds au sein des laboratoires. Il s'agit là tant de publications individuelles, que de publications par équipe. Il existe également, toujours selon Jacques Mérès, une corrélation entre le nombre de publications et le nombre de co-auteurs. Notamment en physique, en apparence, ceux qui publient beaucoup et qui sont performants ont tendance à travailler avec ceux qui sont les plus performants. La dimension collective de la recherche scientifique est, affirme Jacques Mérès, devenue un phénomène fondamental. Or il s'agit, selon nous, à nouveau d'un exemple intéressant d'un passage d'un savoir individuel à un savoir collectif qui, pour des raisons de dynamisme, redevient non pas individuel mais semi-individuel en ce sens qu'il est concentré entre les volontés de quelques-uns ou de quelques chercheurs. La liberté du chercheur scientifique s'en trouve par conséquent une nouvelle fois nécessairement affectée. 2. Une autre liberté tirée de la science ou du savoir solidaire? Deuxième partie. La mutualisation des savoirs, vers un savoir semi-individuel. Gabriele Veneziano, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de particules élémentaires, gravitation et cosmologie, s'intéresse toujours, dans le même colloque sur la mondialisation de la recherche en 2010 du Collège de France, aux transformations de l'élaboration du progrès scientifique. Il souligne une mutualisation des savoirs en physique fondamentale à l'échelle mondiale. On est, dit-il, passé avec le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, qui correspond à une collaboration scientifique en Europe relative à la physique des particules,
des programmes nationaux de recherche scientifique à des programmes planétaires de recherche scientifique. Un État ne peut à lui seul prendre en charge un matériel d'accélérateur de particules de sorte qu'il est contraint de s'associer, ou de collaborer, avec d'autres États pour réaliser des recherches à partir d'un tel matériel. Or il s'agit, selon nous, encore d'un exemple intéressant d'un passage d'un savoir individuel à un savoir collectif qui, pour des raisons financières, redevient non pas individuel mais semi-individuel en ce sens qu'il est concentré entre les volontés de quelques États. La liberté du chercheur scientifique s'en trouve par conséquent encore nécessairement affectée. Des contestations. Denis Gutleben, historien et attaché scientifique au comité d'histoire du CNRS, note dans son ouvrage sur l'histoire du CNRS que des directeurs de laboratoire ont pu être seuls récompensés à la suite de travaux scientifiques réalisés par une équipe et donc par plusieurs chercheurs, voire par de nombreux chercheurs. Il est, semble-t-il, possible de percevoir dans les observations de l'historien des sciences des regrets non pas quant au choix des gratifiés, mais des regrets quant à l'abandon d'une équipe ayant permis une gratification. Jacques Larieux, professeur de droit privé à l'Université de Toulouse, fait également état d'une controverse à la suite de l'obtention en 2013 du prix Nobel de physique par les professeurs Peter Higgs et François Englert pour leurs travaux sur le boson de Higgs. Des contestataires estimèrent que le prix aurait dû honorer l'ensemble des équipes du CERN. Il était plus précisément invoqué le fait que l'attribution du prix Nobel de physique en 2013 était liée à la mise en évidence, quelques mois auparavant, de l'existence du dit boson de Higgs, grâce à l'accélérateur de particules du CERN et au travail de milliers de chercheurs de ce laboratoire européen. Jacques Larieux rappelle ainsi que le travail scientifique est devenu un travail d'équipe, et que les règles d'attribution du prix Nobel, insusceptibles de récompenser plus de 3 personnes à la fois, devraient être réformées pour tenir compte des évolutions de la recherche scientifique. Conclusion de la deuxième partie, c'est à nouveau à l'aide de la sémiotique, ou de la théorie du langage, qu'il est possible de conclure cette deuxième partie relative à la possibilité d'une crise de la science solidaire. Alrirdas, Julien Grémas et Joseph Courtès écrivent dans leur dictionnaire de sémiotique, ou dictionnaire raisonné de la théorie du langage, en ce qui concerne le mot modèle, que, dans le sens hérité de la tradition classique, on entend par modèle ce qui est susceptible de servir d'objet d'imitation. Ils affirment également que la question qui se pose est celle du bon usage du modèle. Il est évident que les modèles, considérés comme des hypothèses falsifiables, jouent un rôle remarquable dans la mesure où ils se substituent petit à petit à l'intuition du sujet du faire scientifique. Ils peuvent également rendre d'appréciables services s'ils satisfont à l'exigence de la généralisation. Ils correspondent plus simplement à une exigence de généralisation. Mais poursuivent-ils, la reproduction imitative de mêmes modèles risque de transformer une quête du savoir en une technologie sans imagination. Il résulte clairement de cette définition que le savoir provient d'un modèle susceptible de servir d'objet d'imitation. Il est de ce fait possible d'affirmer que la science est nécessairement solidaire ou tout au moins comprise dans un tout limitant par voie de conséquence l'imagination, ou l'initiative, et donc la liberté de la recherche scientifique. Il est un autre cas de savoir collectif susceptible d'être en crise s'il reste seul. Il s'agit de la découverte qui appartient à tous alors que l'invention n'appartient qu'à un seul, ou tout au moins n'appartient qu'à celui ayant inventé. La découverte mérite d'être transmise pour le bien de tous, mais également pour le bien du découvreur. L'exemple du philosophe René Descartes, 1596 à 1650, est à cet égard révélateur. Il a pu être considéré que le fait pour lui de rester taisant en ce qui concerne ses découvertes, notamment, de physique fondamentale l'a écarté de l'histoire de la physique, ou plus exactement a permis à d'autres de prendre sa place. La linguistique générale pourrait par ailleurs, à nouveau éclairer sur la nécessité d'une science solidaire et plus simplement sur l'importance d'une connexion indispensable à l'élaboration de la pensée. Philippe Monneret, professeur de linguistique à l'Université de Bourgogne, rappelle l'importance de la connexion résumée par Lucien Ténière 1893 à 1954, professeur de linguistique à l'Université de Montpellier, en les termes suivants. Tout mot qui fait partie d'une phrase cesse par lui-même d'être isolé comme dans le dictionnaire. Entre lui et ses voisins,
l'esprit reçoit des connexions, dont l'ensemble forme la charpente de la phrase. Or il est possible de considérer que le mot « science » constitue un exemple type de la connexion entre des mots dans le but de former une charpente d'idées. La science d'une seule personne est presque impossible. Elle est un tout. Elle est nécessairement pluridisciplinaire et solidaire. Elle sera donc toujours en crise dès qu'il s'agit de liberté, ou dès qu'il s'agit de pouvoir penser comme on le désire. Un aspect des solidarités familiales au sein de la famille nucléaire, la relation parent-enfant. Par Laurence Maugervielpzeu, professeur de droit privé à l'Université Caen Normandie. Droits fondamentaux et crises des solidarités est un thème de colloque qui a une portée très large. À ce titre, il est susceptible de viser la famille comme le propose la présente contribution. Rappelons à ce sujet notamment que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre en son article 8 le respect de la vie familiale et en son article 12 le droit de se marier et de fonder une famille. Mais alors, s'il faut envisager la crise des solidarités à l'aune des rapports familiaux, de quelle famille s'agit-il ? La famille est un groupement fondamental dans l'organisation de la vie de toute société. Comme le soulignait le doyen Carbonnier, c'est un phénomène permanent et universel, à base de données biologiques, psychologiques et sociologiques. On pourrait aussi y ajouter une donnée économique dans la mesure où, dans ce domaine comme bien d'autres, cette donnée guide de nombreux choix même personnels, notamment celui de fonder une famille, le moment pour le faire ou la taille de celle-ci. De manière classique, la famille peut être entendue doublement. Ces deux sens correspondent aux deux cercles concentriques, développés par le doyen Carbonnier. Dans un sens large, la famille vise toutes les personnes qui descendent d'un auteur commun, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, oncles, tantes, neveux, nièces et éventuellement les alliés, conjoints des parents et parents de ses conjoints. C'est la famille telle qu'elle est décrite dans un arbre généalogique. Elle se manifeste surtout lorsque l'un de ses membres décède et qu'il faut régler sa succession. En ligne directe, le lignage fonde aussi des obligations alimentaires. Dans un sens plus étroit, la famille vise les parents et leurs enfants. C'est la famille dite nucléaire. Celle-ci est devenue protéiforme. Traditionnellement fondée sur le mariage, la famille légitime a longtemps constitué le modèle de référence du législateur. Puis la société a évolué et d'autres formes de famille ont surgi. La famille naturelle fondée sur des parents non mariés. La famille monoparentale, lorsque l'enfant ou les enfants sont élevés par un seul parent, souvent la mère, ou la famille recomposée comprenant des enfants issus de parents différents qui refont leur vie ensemble, ou la famille homosexuelle avec des parents de même sexe. C'est cette famille resserrée qui est envisagée à travers le couple, la filiation et des obligations alimentaires renforcées. Cette double acception traditionnelle de la famille ressurgit sur le lien familial qui peut résulter soit du lien d'alliance, soit du lien de parenté. La famille se définit alors comme un groupe de personnes qui sont reliées entre elles par des liens fondés sur la parenté et sur l'alliance. Ce schéma classique est de plus en plus mis à mal sous l'influence des droits fondamentaux. On parle désormais davantage de vie familiale que de lien familial, conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous le reprenons mais nous nous consacrerons exclusivement à la famille dite nucléaire et plus particulièrement à la relation parent-enfant. Nous avons pris le parti d'exclure la solidarité entre époux révélée notamment par l'obligation d'assistance, la contribution aux charges du mariage, le devoir de secours ou la réserve héréditaire du conjoint survivant, car il aurait fallu alors intégrer tous les modes de conjugalité, pax et concubinage,
Nous nous cantonnerons donc à la relation parent-enfant, car quelle que soit la vie de couple des parents, la solidarité familiale touche tous les enfants unis à leurs parents par un lien juridique de filiation. C'est donc le lien de parenté en ligne directe et au premier degré que nous privilégions. Rappelons que le lien de parenté unit deux personnes qui descendent l'une de l'autre ou d'un auteur commun. On parle de ligne directe lorsque ces personnes descendent les unes des autres et de ligne collatérale, lorsque les personnes descendent d'un auteur commun. Après tout, en dépit des transformations et des évolutions qu'a connues la famille, ce lien demeure encore le plus incontestable. Lorsque l'on envisage la solidarité en matière familiale, il s'agit d'une solidarité spécifique. Nous nous concentrerons sur la solidarité familiale, et excluons la solidarité sociale souvent présentée comme subsidiaire par rapport à la solidarité familiale et reposant sur un système complexe et peu cohérent notamment en matière de recours ou de récupération des sommes litigieuses contre les obligés alimentaires de l'allocataire ou sa succession. Quand on traite de solidarité familiale, on songe d'emblée à l'obligation alimentaire existant entre certains membres d'une même famille. Pour autant, cette notion d'obligation alimentaire est beaucoup plus réduite que celle de solidarité familiale. Celle-ci doit être entendue plus largement. L'obligation alimentaire est en outre contraignante. La loi détermine quelles personnes sont obligées alimentaires à l'égard d'autres personnes. L'obligation alimentaire est donc un devoir relevant de la solidarité familiale. C'est une forme de solidarité familiale contrainte, mais elle n'en révèle qu'un aspect. En ce sens, la solidarité familiale peut être définie comme un impératif d'entraide qui, dans l'épreuve, soumet réciproquement les plus proches parents et alliés à des devoirs élémentaires de secours et d'assistance. Obligation alimentaire, charge tutélaire et se prolonge, après la mort, par une vocation successorale réservataire. Ainsi présentée, la solidarité familiale a une double nature. Elle peut être extra-patrimoniale ou patrimoniale. Elle intervient du vivant des personnes ou après leur décès. Elle est en outre en principe réciproque. Mais la solidarité familiale n'est pas réduite à la contrainte. Elle peut aussi être volontaire. C'est pourquoi elle peut aussi être définie comme un lien moral, esprit de famille qui rassemble toute la parenté autour de ses valeurs communes, nom de famille, honneur, tradition, et anime une vie de famille, entreprise commune, entraide professionnelle, regroupements familiaux. Ces dernières décennies, la solidarité familiale a assurément connu de profondes mutations en raison de multiples facteurs. Comme le relevait le professeur Fulchiron en 2011, l'allongement de la durée de la vie, l'urbanisation des populations, les mutations économiques, les difficultés d'entrée sur le marché du travail, l'éclatement des modèles familiaux traditionnels, la multiplication des séparations et des recompositions familiales, le rétrécissement de la famille autour du noyau formé par les parents et leurs enfants, parfois par un parent seul et ses enfants individualisation des rapports au sein de la famille, autant de phénomènes qui marquent en profondeur le monde contemporain. Plus fondamentalement, en reprenant le thème du colloque, droits fondamentaux et crises des solidarités, peut-on encore traiter de la solidarité familiale dans une société régie par les droits fondamentaux et une bonne dose d'individualisme ? L'individualisme marquant nos sociétés contemporaines, laisse-t-il encore une place à une certaine solidarité notamment familiale ? Existe-t-il en la matière une crise des solidarités ? Et ce particulièrement dans la relation parent-enfant ? Pour déterminer s'il existe une crise des solidarités familiales dans les rapports parent-enfant, il faut donc analyser la mise place dans notre droit positif d'éventuelles solidarités familiales tant personnelles, que patrimoniales, 2. En effet, comme il a été dit, la solidarité familiale ne se réduit pas à une obligation alimentaire et doit être entendue plus largement. Elle peut être tant extra-patrimoniale ou personnelle que patrimoniale et elle peut être tant volontaire que contrainte. 1. Les solidarités familiales personnelles. Depuis quelques années, le législateur a organisé et développé de véritables solidarités familiales personnelles. Celles-ci sont en principe réciproques et existent tant en matière médicale, sous certaines réserves, que dans le domaine des mesures de protection juridique des majeurs, b. En MATIEREME, DICALE. En matière médicale,
Le Code de la santé publique prévoit dans le cadre de la protection des personnes en matière de santé, le droit pour une personne majeure de désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consulté au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Le tiers de confiance peut donc être en premier lieu un parent, autrement dit une personne ayant un lien de parenté avec le patient. À ce titre, un enfant peut être choisi par son parent, père et ou mère, et un enfant majeur peut choisir son parent, père et ou mère comme personne de confiance. Il s'agit bien d'une solidarité personnelle puisque le tiers de confiance est chargé de rendre compte de la volonté du patient, en cas d'hospitalisation de ce dernier dans un établissement de santé, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté. C'est aussi une solidarité volontaire car elle nécessite une désignation de la personne de confiance par le patient, étant précisé que cette désignation est révisable et révocable à tout moment, et qu'elle doit être cosignée par la personne désignée. Pour autant, la loi n'a pas jugé bon de permettre à un mineur de désigner un tiers de confiance, et encore moins de présumer que les parents sont personnes de confiance, même si l'on fut tenté à une époque de le prévoir. Au fond, pour les mineurs, tout se passe comme s'il n'était pas utile de dire que les parents, protecteurs naturels, expriment en tant que besoin la volonté du mineur lui-même. D'ailleurs, le mineur en rupture avec ses parents peut même décider de les écarter purement et simplement. Un parent, père et ou mère, peut être exclu par son enfant mineur de la prise de décision fondamentale le concernant. Pour mieux comprendre, rappelons que dans la relation parent S enfant S mineur S, en principe, les soins et traitements relèvent de l'autorité parentale qui inclut la santé de l'enfant. À ce titre, il appartient aux parents de consentir aux soins dispensés à l'enfant, notamment aux interventions chirurgicales. Le consentement personnel du mineur est lui aussi exigé s'il est en mesure de l'exprimer. Par exception, toutefois, certains textes diminuent les droits des pères S et ou mères S. Ainsi, le mineur peut prendre seul certaines décisions lorsqu'il désire garder le secret sur son état et s'oppose à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale. Il lui suffit alors d'être accompagné par un autre adulte de son choix. Il en va ainsi en cas de décision médicale à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder sa santé et pour l'interruption volontaire de grossesse. En cas de décès du mineur, le secret médical est même alors absolu. Le médecin ne pourra expliquer aux parents les causes de la mort de l'enfant. Hormis ces exceptions, on voit que le législateur organise une solidarité familiale en matière médicale. Voyons ce qu'il en est maintenant dans le cadre des mesures de protection juridique des majeurs. B en MATIERE de mesures de protection juridique des majeurs. Le Code civil prévoit diverses mesures de protection juridique des majeurs. 3 mesures judiciaires, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, le mandat de protection future et l'habilitation familiale. Cette protection vise tant la personne des majeurs que leurs biens. Comme l'on étudie les solidarités familiales personnelles, c'est ici la protection de la personne qui est seule visée, mais ce qui est dit vaut aussi pour la protection du patrimoine du majeur protégé. Rappelons que l'article 415, alinéa 2, du Code civil prévoit que cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. L'article 415 du Code civil in fine précise que cette protection de la personne et des biens est un devoir des familles et de la collectivité publique. Elle est donc avant tout un devoir des familles et le demeure. La solidarité familiale se caractérise par le caractère gratuit de la prise en charge de la protection juridique. Cette protection de la personne est organisée dans une sous-section relative aux effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne. Ce sont les articles 457A1 à 463 du Code civil. Il prévoit des règles particulières en matière d'information sur la situation personnelle du majeur, d'actes strictement personnels ne pouvant être accomplis que par lui seul, de mesures de protection de la personne possible, de choix de son lieu de résidence, de mariage ou de pacte. La mesure symbolisant le mieux cette solidarité familiale est la récente habilitation familiale. En effet,
Cette mesure est issue non pas de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, mais de l'ordonnance numéro 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, ratifiée par la loi numéro 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a modifié certains textes, car il manquait dans la réforme de 2007 la mise en place d'une mesure propre et simplifiée au bénéfice de la famille, sans recours systématique du juge des tutelles. Ainsi, un membre de la famille peut bénéficier d'une habilitation générale ou spéciale du juge des tutelles pour accomplir des actes au nom d'une personne hors d'état de manifester sa volonté. Au titre de la famille, on trouve en premier lieu les ascendants ou les descendants. La famille nucléaire bénéficie ainsi de cette mesure au premier chef. C'est bien une solidarité personnelle et réciproque. Si c'est une mesure volontaire du point de vue de la personne habilitée, elle ne l'est pas en ce qui concerne le majeur protégé puisque par hypothèse il est hors d'état de manifester sa volonté, mais la nécessité de protection l'emporte. Outre l'habilitation familiale, les autres mesures de protection juridique du majeur, notamment les mesures de protection judiciaire, prennent aussi en compte la famille nucléaire mais de manière plus subsidiaire. Le choix de l'organe de protection appartient en principe au majeur. Son choix s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer, ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. Dans ce cas, si le majeur désigne l'un de ses pères et ou mères ou l'un de ses enfants, c'est une solidarité familiale personnelle, réciproque et volontaire si la personne accepte. À défaut de désignation par le majeur, l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin est par principe sollicité avant et c'est seulement en l'absence d'une vie de couple, ou si la vie commune a cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure que le juge peut désigner un parent au sens large visant le lien de parenté. Il peut alors s'agir de l'un de ses pères et ou mères ou de l'un de ses enfants. C'est dans ce cas une solidarité personnelle et réciproque. En revanche, elle n'est pas volontaire pour le majeur car c'est le juge qui procède à la désignation même s'il prend en considération les sentiments exprimés par le majeur et pas davantage pour l'organe de protection pour qui c'est un devoir. Les parents et les enfants ne peuvent pas échapper à la charge tutélaire. Pour eux la charge est obligatoire sauf des charges. Là encore, la nécessité de protection l'emporte. En cas de mandat de protection future, toute personne majeure ou mineure émancipée capable de faire un tel mandat peut désigner la personne de son choix, y compris l'un de ses pères et ou mères ou l'un de ses enfants. C'est aussi alors une solidarité personnelle, réciproque et volontaire. La faveur du législateur pour la solidarité familiale personnelle apparaît avec encore plus d'évidence lorsque l'on réfléchit au pouvoir d'anticipation des pères et mères. Ainsi les parents ou le dernier vivant des pères et mères ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, peuvent désigner une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont, ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. De même, les parents ou le dernier vivant des pères et mères, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède, ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. L'on sait que le législateur a pensé au cas des enfants handicapés, pris en charge depuis longtemps par leurs parents. La présomption de confiance envers les parents est alors pleine et entière. Au fil de ces dispositions, on peut souligner qu'il existe toujours dans notre droit positif des mesures révélant la persistance d'une solidarité familiale personnelle dans la relation parent-enfant, et on peut s'en réjouir. Pour l'essentiel, ce sont des solidarités réciproques et volontaires. Voyons maintenant ce qu'il en est d'un point de vue patrimonial. 2. Les solidarités familiales patrimoniales. On retrouve des solidarités familiales en matière patrimoniale dans la relation parent-enfant,
Mais à la différence des solidarités familiales personnelles, elles peuvent être imposées et elles ne sont pas tout à fait réciproques dans la mesure où elles sont plus prégnantes à l'encontre des parents que des enfants. Ceux-ci se révèlent de leur vivant A, et davantage encore à cause de mort, B. A. Du vivant des pères et mères. Du vivant des parents, c'est surtout l'obligation alimentaire à laquelle on songe, mais il existe d'autres formes de solidarité familiale patrimoniale, notamment les mesures de protection juridique des majeurs étudiées précédemment dans leur dimension patrimoniale. On pourrait aussi citer le nouvel article 1242, alinéa 4 du Code civil, ex-article 1384, alinéa 4, prévoyant que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Mais bien entendu, ce n'est pas notre sujet car celui-ci porte sur la solidarité familiale au bénéfice de la famille, intrafamiliale, et non sur la solidarité de droit des obligations au profit des tiers qui sont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.